avec Emmanuel Latraverse, Emmanuel Sylvain Guilbeault qui a claqué la porte de son ministère. Je reçois à 4 heures le militant Jacob Pirot. C'est un dessus qui a bloqué le pont Jean-Cartier. Puis je vais lui demander... il a essayé de pousser l'agenda vert au sein d'un parti politique, M. Guilbeault, ça a plus ou moins fonctionné. Est-ce que le message que vous sortez de ça veut dire que la politique, ça vaut rien, il faut continuer à être militant, à bloquer des ponts, puis tout ça? Je pense pas. Quand on regarde ce que... c'est objectivement, puis je sais que Donald Trump a le dos large, mais... le gouvernement, premièrement, M. Carney ne serait pas là s'il avait été élu, fait que c'est un peu comme académique comme discussion, mais dans les faits, il y a une influence réelle sur les politiques du gouvernement Trudeau. Sylvain Guilbeault. Oui. Ça a amené des compromis à certains moments qui étaient difficiles, mais ça, c'est gouverner, là. Sinon, tu restes militant, puis je pense que lui, il a assumé de faire des compromis. Mais à un moment donné, il y a... La ligne entre ce que moi j'appelle compromis et compromission, elle existe en politique. Et lui a décidé que l'histoire du pipeline, c'était la compromission. Puis ce qu'il faut comprendre, là, le pipeline n'est pas chez nous, fait qu'on n'est pas dans la même logique, là, mais c'est pas comme si M. Carney a annoncé un pipeline hier, là, on s'entend, là. Et il a répété que le gouvernement fédéral ne mettra pas une scène dans la construction d'un pipeline. Mais ce que signé, le pacte qu'il a signé avec l'Alberta fait en sorte que premièrement, l'Alberta ne sera pas confronté à la même taxe sur le carbone pour les émissions industrielles, qu'on enlève le règlement sur les énergies propres, ce qui, nous, ne concerne pas beaucoup parce qu'on a de l'hydroélectricité, mais ailleurs au Canada, où il y a du gaz naturel, puis tout ça, ça fait une grosse différence. Puis le pacte, c'est un peu de dire, mais regarde, Daniel Smith, si tu trouves du monde du secteur privé pour te le construire, que tu réussis à t'entendre avec les nations autochtones et qu'il y a un bénéfice réel pour la Colombie-Britannique, qui veut rien savoir d'un pipeline, ben là, dans ce moment-là, je le mettrai dans ma liste des grands projets. Puis à ce moment-là, toutes les règles environnementales qui font qu'un pipeline ne verra jamais le jour, ben on va pouvoir les mettre sur la glace pour ton pipeline. Ça, c'était trop pour Sylvain Guilbeault. Ben oui, c'était trop pour lui, parce que lui, il a déjà avalé là, qu'on abandonne la taxe sur le carbone, qu'on abandonne l'histoire des véhicules électriques, tout ça. Puis là, ben, tu sais, la réalité, c'est que la raison pour laquelle ce projet de pipeline-là est si polarisant, c'est que pour se rendre à la côte ouest, là, il faut traverser des forêts, des parcs avec des écosystèmes hyper fragiles qui protègent l'espèce menacée, etc. Puis t'arrives à Kitimat, qui est comme être dans un fjord, tu sais. Fait que c'est comme arriver avec un pipeline qui débarque dans une des plus belles merveilles du monde en termes écologiques, là, tu sais. Alors, c'est la raison pour laquelle, à l'époque, rappelle-toi, le projet Northern Gateway, il y en avait un pipeline, là, il était prêt à être construit, il y avait du monde qui a mis de l'argent là-bas, puis il a pas vu le jour à cause de ça. Fait que dans les faits, Monsieur Carney, il a pas dit oui au pipeline. Il a dit, arrange-toi pour que ça marche, puis on va s'arranger pour t'aider, mais c'est la goutte de trop dans l'esprit de quelqu'un comme M. Guilbeault. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde respecte le fait qu'il ait quitté. Et pourquoi même M. Carney, dans un tweet, a dit qu'il était reconnaissant du service de M. Guilbeault. Pourquoi ses ministres sont pas en train de l'invectiver. Tout le monde comprend le choix déchirant auquel il a été confronté. Est-ce que tu comprends Mark Carney en disant, dans la situation actuelle, il faut vraiment mettre plus l'accent sur le développement économique que sur la protection de l'environnement? Lui ne le verrait pas ainsi. OK? Je pense que l'argument qu'on présente, c'est de dire que si on veut que le Canada cesse d'être dépendant économiquement des États-Unis, il faut qu'on ait un autre marché pour notre pétrole que le marché américain. Fait que ça, à un moment donné, ça veut dire un pipeline pour pas juste dépendre de Trans Mountain qui existe déjà, mais d'avoir un autre pipeline pour pouvoir exporter plus vers les marchés d'Asie, etc. Donc, ça, c'est une réalité économique. Tu peux pas être en faveur de la tarte aux pommes puis pas couper des pommes. T'sais. Fait qu'à un moment donné, là, tu es en faveur de diversifier, ben il faut que tu donnes les moyens d'y arriver. Mais là, c'est du pipeline, des sables bitumineux qui vont augmenter nos émissions, mais là, il y a comme un gros pretzel là, pour dire qu'il faut mettre de l'argent dans la capture de carbone, puis que ça finisse par être carboneutre, puis il y a des conditions. Fait que, tu sais, je pense que même pour quelqu'un comme Mark Carney, qui croit énormément à la lutte contre les changements climatiques, puis aux impératifs de transformer la finance mondiale, et etc., ben à un moment donné, il y a des...
les impératifs économiques passent avant l'idéalisme, je te dirais. Mais pourquoi Stephen Guilbeault, il quitte pas le Parti libéral, puis siège pas comme indépendant, il quitte son ministère, mais il reste dans le parti? Oui, mais le parti a un peu tourné le dos, là. Ben, le parti, c'est une bonne question, puis si je l'avais en avant de moi, je le tricoterais là-dessus, parce que le problème, c'est pas seulement le pipeline, le problème, c'est l'héritage de M. Trudeau qui est en train d'être démantelé, tu sais. C'est la taxe sur le numérique, c'est la taxe carbone, alors... À un moment donné, c'est très gros, mais en même temps, ça reste le parti de gouvernement du centre qui est progressiste, qui a protégé les programmes sociaux. Mon pif et les échos que j'ai, puis il n'y a rien de béton là-dedans, là, mais c'est que il n'est pas le seul à vouloir partir. Parce que je pense qu'il y a comme une entente que ceux qui veulent partir vont partir grosso modo en même temps. M. Carney, à ce moment-là, pourra faire une vague d'élections partielles qui vont lui permettre de faire rentrer son monde, sa gang, puis de nommer sa gang au Conseil des ministres dans un grand remaniement. Parce que M. Carney, il est comme pris à gouverner une équipe qui n'est pas à la tête d'une équipe qui n'est pas la sienne, tu sais. Jean-François Roberge qui a présenté ses nouvelles mesures sur la laïcité. Je l'ai eu hier, Jean-François Roberge, puis je lui ai dit, il y a bien du monde qui disent en économie, ça va pas bien, la CAQ. La santé, ça va pas bien. Là, on a l'impression, M. Legault, de dire qu'est-ce qui pogne dans notre gouvernement? Ben oui, l'identitaire. Ben là, on va aller scorer encore quelques points. Là, on va ressortir. Je pense pas que ça score autant qu'avant. Je pense que c'est un enjeu où le débat a eu lieu tellement longtemps. Le débat sur la loi 21 a eu lieu que maintenant, c'est comme assumer que le Québec a le droit de définir la laïcité comme il l'entend. C'est assumer que le Québec a le droit de violer certains droits et libertés pour imposer cette laïcité auprès d'une majorité de la population. Et il y a une inquiétude réelle face à l'entrisme islamique dans certaines institutions, certaines écoles, etc. Prières de rue, quand même. Et qu'à un moment donné, peut-être que d'envoyer un signal puis dire « Hey, les amis, c'est fini, là ». Puis que le gouvernement est assez habile pour ratisser assez large, parce que moi, je te promets qu'il y en a des écoles privées, catholiques, qui vont passer dans le Dalo. Là. Moi, j'allais chez les Marcelines. Moi, j'allais à la Villa Sainte-Marceline, qui a plus un mot sur Jésus sur sa page principale. C'est-tu sur le Mont-Royal, ça? Ça, c'est celle qui est à Westport, mais il y en a un à Huntsic, ou encore, il y a la prière de Dieu, puis il y a tout ça, là. Alors, il y en a des écoles catholiques, il y a des écoles juives, tout le monde va y passer. Je pense que c'est très habile de ratisser plus large. Moi, sur le fond, j'ai pas de problème avec le projet de loi. C'est un intangible et j'ai pas trouvé les mots pour le dire adéquatement. Mais la phrase, c'est comme ça qu'on vit au Québec. C'est ça que j'ai en travers de la gorge. Puis, il y a comme c'est qui le on? C'est le monde qui sont comme toi puis moi, qui sont des blancs pur laine ici. Il y a un petit c'est ça qui me dérange. Tout est dans la manière, comme tu dis souvent. Dans ce discours-là, mais on va voir comment ça va aller. Puis j'ai posé la question à M. Robert, c'est qui on? Il a dit quoi? Mais c'est ceux qui travaillent dans les services publics. Mais je dis, oui, mais on, est-ce que ça inclut l'infirmière qui porte le voile, tu sais? Il dit, ou l'éducatrice en garderie qui porte le hijab. Il dit oui, parce qu'elles vont avoir droit à une clause grand-père de droit acquis. C'est ça. Alors, si légalement, t'avais ton hijab avant le dépôt de la loi, tu fais partie du on. Puis si t'avais pas ton hijab sur la tête, si t'avais pas ta job avec ton hijab sur la tête le jour de l'adoption de la loi, t'es pas dans le on. C'est la preuve, je pense. C'est un on qui fluctue selon les dates. Mais c'est un on qui est périlleux, là, tu sais, puis qui est pas facile à définir si tu veux être inclusif, puis pas stigmatiser personne. On t'écoute ce soir. On t'écoute, c'est ça. On t'écoute. Alors, tout le monde. Écoutez-moi tous. Merci. Tous ceux qui écoutent la télévision depuis telle année. Okay? C'est ça. On t'écoute ce soir. Exactement. Bye.